Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant avec nuance le monde dans lequel nous évoluons. Donc bienvenue dans cette deuxième partie de cet entretien sur le conflit israélo-palestinien, plus précisément en fait finalement sur la situation en Israël, pour comprendre vraiment la situation dans la région. Vincent, est-ce que tu pourrais nous refaire un récapitulatif des grandes dates qu'on a vues jusqu'à présent en partant de 1897 ? Alors effectivement, oui, rebonjour, 1897, création du mouvement sioniste à Bâle. Et on va dire 1897, 1917, c'est l'émergence de ces deux projets nationaux concurrents. L'autre date, c'est 1917, la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman chute et il est remplacé en Palestine par le mandat britannique. Et ça nous amène jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est des affrontements sporadiques, mais qui ne sont pas encore trop meurtriers. Quand je dis pas trop meurtriers, ça veut dire quelques dizaines, au maximum quelques centaines de morts, sous tutelle internationale. C'est le moment où la communauté internationale s'implique. 1947, ensuite, ça va être la troisième date. Le plan de partage de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, parce que les Britanniques rendent leur mandat en fait, à la communauté internationale. Et la communauté internationale, pour la première fois, propose un plan qui est le plan de partition en fait, de 1947. Et puis la date suivante, ça pourrait être effectivement la guerre des 6 jours, 1967. C'est facile, hein, c'est que les dates en 7. C'est que les dates en 7, c'est la guerre des 6 jours. C'est en fait le cœur de ce qu'on a appelé le conflit israélo-arabe. On n'est pas encore dans le conflit israélo-palestinien, hein. C'est vraiment des guerres conventionnelles entre des États constitués. Donc il y a des guerres, des déclarations de guerre, et puis des cessez-le-feu, parfois des traités de paix, pas toujours. Et tout ça se termine en 1987, encore une date importante, c'est le déclenchement de la première intifada. Et ça, c'est vraiment le symbole de ce qu'on a appelé la repalestinisation du conflit. C'est-à-dire qu'on passe du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien. C'est les Palestiniens eux-mêmes, depuis la Palestine et non plus depuis l'étranger seulement, qui vont reprendre en charge en fait leur combat pour l'émancipation nationale. Donc c'est la première intifada, 1987. Elle va déboucher sur les négociations sur le processus d'Oslo dans les années 90. L'échec du processus d'Oslo va déboucher sur la deuxième intifada de 2000 à 2005. À chaque fois, c'est 5 ans, les deux intifadas. Le processus de paix est de plus en plus fragilisé. Il y a une dernière date qui est encore en 7, c'est 2017. C'est la conférence d'Atlanta. C'est un peu la dernière conférence de paix, en fait, qui vient clore cette séquence du processus de paix. Après 2017, c'est terminé. Il ne se passe plus rien. Et ça nous amène à la catastrophe dans laquelle on est actuellement. Du 7 octobre. Du 7 octobre. On parlait juste avant des colonies et tu me disais, en fait, c'est illégal sur le plan international de faire des colonies. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir des territoires occupés, comme plein de pays le font, mais néanmoins, on n'a pas le droit de mettre des colonies, c'est-à-dire de placer des gens... civils. Des civils de manière locale. Et la question que je me pose, parce que ça fait des années que ça dure, comment c'est possible que la communauté internationale ait laissé faire quelque chose qui est illégal au niveau international depuis 20 ans ? Mais alors, c'est tout le problème, c'est que c'est le droit et la force. En France, si un juge te condamne, immédiatement, juste derrière toi, il y a des policiers qui te passent les menottes et qui t'emmènent en prison. En fait, le système judiciaire et le système policier, le système de répression, sont rassemblés dans une seule et même autorité qui s'appelle l'État. Au plan international, c'est pas la même chose. Il y a un système de droit. Il y a des cours internationales de justice, il y a un tribunal pénal international, il y a un conseil de sécurité, il y a il y a des entités qui sont capables de produire du droit. Ce qui manque, c'est la force internationale. Et bon, à part des casques bleus, mais qui ne sont pas des casques bleus, c'est des forces de maintien de la paix, qui sont là seulement pour généralement séparer des belligérants. C'est vrai que la communauté internationale n'a pas les moyens en fait, de ses ambitions politiques, juridiques et diplomatiques. Les seuls qui pourraient les avoir, c'est les grandes puissances qui sont alliées de tel ou tel État, en l'occurrence d'Israël, et qui pourrait faire pression sur cet État pour obtenir qu'il se conforme au droit international. Mais alors ce que j'aimerais comprendre, c'est justement les intérêts. Il y a des intérêts géopolitiques. J'arrive pas à saisir pourquoi les États-Unis, la France ne condamnent pas, donnent des armes à Israël, continuent. Est-ce que c'est un reste de culpabilité
liés à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est des intérêts géopolitiques? Qu'est-ce que c'est en fait exactement? Ou alors c'est juste du bon cœur en se disant c'est important que... Non, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un peu tout ça à la fois. C'est oui, culpabilité de la Seconde Guerre mondiale. Cette culpabilité, elle s'érode. Hein. Et d'ailleurs, on le voit quand on fait des sondages générationnels, que ce soit en Europe occidentale ou aux États-Unis. Plus on est jeune, moins on soutient Israël, en gros. Et ça ne veut pas dire que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont grandir, devenir adultes et vieillir, vont devenir des soutiens d'Israël. Il y a sans doute effectivement le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, le souvenir de la Shoah, cette fameuse culpabilité dont tu parlais, mais qui s'estompe, hein, et qui fait que le soutien, d'une certaine manière, la loyauté un peu spontanée, réflexe comme ça envers Israël, s'érode à mesure que le temps passe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la géopolitique, mais en fait, ça, c'est assez fluctuant. Les gens qui nous regardent, ils savent sans doute pas que jusqu'en 1964, il y a un embargo aux États-Unis sur les ventes d'armes à Israël. J'ai bien dit un embargo. C'est-à-dire que de la création de l'État en 1948 jusqu'en 1964, il n'y a pas une arme américaine, états-unienne qui rentre en Israël. C'est les armes françaises à ce moment-là. C'est entièrement des armes françaises et du bloc socialiste, en fait, du bloc soviétique. L'aviation, elle est française, c'est des Mirages. L'arme nucléaire, elle est française, littéralement. Hein. Enfin, l'armement, il est français et il vient d'Europe centrale. Et puis en 1964, ça bascule en fait, à la fois parce que la France, c'est la fin de la décolonisation, hein, indépendance de l'Algérie en 62. La France en fait cherche à s'appuyer sur ses anciennes colonies pour créer une politique arabe. Elle est de plus en plus critique envers Israël. Et à l'inverse, les États-Unis, effectivement, reviennent sur cet embargo de 64 et l'armée israélienne va devenir une armée américaine, en fait. Mais donc, je dis ça pour dire que ce qu'on appelle le soutien indéfectible des États-Unis à Israël, bon, il n'a pas toujours été indéfectible. Ce qui s'est fait peut être défait. Hein, tout est réversible, quoi. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte du Moyen-Orient actuel, Israël est pour les États-Unis, mais de même que l'Égypte, de même que encore en grande partie la Turquie, de même que l'Arabie Saoudite, sont des points d'appui majeurs, quoi. Et donc là, on est dans de la géopolitique lourde, c'est-à-dire qui dépasse à la limite les désaccords entre les dirigeants ou même effectivement des manquements caractérisés et explicite au droit international, comme la colonisation israélienne en Cisjordanie. Après, il y a quand même une réalité, c'est que quand on va, je sais pas, à Tel Aviv, moi c'est la seule ville, enfin c'est pas la seule ville que j'ai visitée, mais j'en ai pas visité beaucoup, on sent quand même cette pression, c'est-à-dire que il y a une réalité de pression sur les Israéliens, et donc on peut comprendre aussi qu'ils ont envie de se protéger. D'une certaine manière, on arrive à saisir ça, c'est-à-dire que quand on a des pays autour qui souhaitent la destruction de l'État d'Israël, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est logique de vouloir se défendre d'une certaine manière. Bien sûr, ils sont d'abord parce que l'histoire de l'État, c'est l'histoire d'un refuge. Donc les Israéliens sont là parce qu'ils se sentaient menacés par l'antisémitisme en diaspora. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, comme tu l'as dit, les États de la région ne sont pas des amis. Et certains, y compris, ont juré la destruction de l'État d'Israël, comme par exemple l'Iran. Et sont en train sans doute de se doter de l'armement atomique également. Donc la peur, la crainte, l'appréhension est totalement compréhensible de la part du citoyen israélien, qu'il soit de gauche, de droite, religieux, laïque, ça ne change rien. Si on regarde une carte, j'allais dire si on était à leur place, on ne serait pas complètement rassuré non plus. La question qui se pose, c'est de savoir comment assurer sa sécurité. Est-ce que le fait de déclarer la guerre à tous ses voisins, de tout miser sur la technologie et l'armement et le renseignement, est-ce que c'est la meilleure façon d'assurer sa sécurité, ou est-ce que c'est de négocier, de transiger sur les territoires et d'obtenir un accord de paix durable, non seulement avec les autocraties arabes qui sont autour, mais avec les opinions publiques arabes qui sont autour. Moi, je suis persuadé que c'est la deuxième option, qui est celle qui permettrait aux passants de Tel Aviv de se sentir tranquilles. Voilà. Même avec des factions comme le Hamas qui sont des factions terroristes. Enfin, parce qu'en fait, l'enjeu c'est ça, c'est qu'en fait, en face d'Israël, c'est pas vraiment des démocraties. Quand même. Bien sûr, mais l'OLP aussi était une organisation terroriste. Et l'OLP aussi, dans sa charte de 1964, aussi, dans la charte fondatrice de l'OLP, il n'y a pas d'État d'Israël. Hein.
L'OLP n'a reconnu de facto l'État d'Israël qu'en 1988. Donc la charte du Hamas de 1988 aussi, elle ne prévoit pas non plus d'État d'Israël. Mais depuis, il y a un document d'ailleurs qui date de 2017, juillet 2017, qui est un document programmatique qui n'annule pas la charte du Hamas, mais qui réfléchit à des objectifs stratégiques et politiques et qui considère que lutter pour une autonomie complète de la Palestine à l'intérieur des frontières de 1967, c'est l'objectif politique et stratégique dans lequel le Hamas doit travailler. Donc ça veut dire que depuis 2017, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats à l'intérieur du Hamas. Ça ne veut pas dire ce texte, il est très largement issu de la branche politique, ça ne veut pas dire que la branche militaire est entièrement d'accord. Mais depuis 2017, il y a de plus en plus de gens au Hamas qui considèrent que en fait, l'État d'Israël est une réalité avec laquelle il faut travailler et que en fait, une autonomie palestinienne complète dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale est un objectif atteignable. Donc on n'est pas très très loin de ce que demandait l'OLP après la propre révision de sa charte. Donc tu vois, les terroristes d'hier peuvent être des négociateurs et même s'ils restent des adversaires demain. La question, c'est comment on fait pour que ce processus politique puisse offrir des débouchés potentiellement favorables à l'adversaire. S'il n'y en a pas, il va se remettre à faire ce que j'allais dire son cœur de métier, c'est-à-dire du terrorisme. On peut se parler rapidement des accords d'Abraham, qui sont des accords qui... Trump, il était très content de ces accords. Bien sûr, parce que c'est exactement le modèle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, plutôt pour moi, le contre-modèle, c'est-à-dire on passe des traités commerciaux et de vente d'armes et de systèmes technologiques avec des autocraties et des dictatures de la région, et on pense que ça règle le problème. Ça règle pas le problème des Palestiniens, ça règle pas le problème du Hamas, de Gaza, de la Cisjordanie, et ça règle pas non plus le problème des opinions publiques arabes qui sont pas dupes, que ce soit au Maroc ou en Arabie Saoudite. Donc voilà, ça c'est exactement ça c'est le modèle trumpien effectivement du deal, c'est-à-dire par-dessus les peuples, on va discuter et on va trouver des solutions un peu comme des dirigeants d'entreprise feraient des deals quoi. Ça marche pas comme ça. Parce que lui, il dit dans son programme, parce que là on est au mois de septembre, que s'il est élu, le conflit s'arrête du jour au lendemain. Ouais, et puis le conflit d'ailleurs entre l'Ukraine et la Russie aussi s'arrête, et puis également entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Enfin, je veux dire, Trump, c'est de toute façon, c'est quelqu'un qui vit pas dans le même monde que nous, quoi, et qui considère que par sa propre puissance démiurgique, il peut régler des conflits qui sont vieux de plusieurs décennies. C'est totalement délirant. Mais il semble, apparemment, il y croit vraiment. Il a l'air sincère dans ce qu'il dit. Hein. Ouais. Je pense. Ouais. On arrive au 7 octobre. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui considèrent que c'est un acte terroriste, parce que j'en fais partie, et d'autres qui considèrent que c'est un acte de résistance? Et pourquoi le Hamas attaque des gens qui sont pro-paix aussi? Parce qu'en fait, globalement, ils attaquent un festival de jeunes qui se rassemblent pour la paix et donc contre le gouvernement de Netanyahou. Et ils vont tuer ces gens-là. C'est très étrange, en fait, d'aller donc déjà faire un attentat alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, en tout cas, sur le plan, a priori, voilà. De deux, d'aller cibler des gens qui sont de leur côté dans une certaine mesure. Et la troisième question, c'est effectivement pourquoi il y a des personnes qui considèrent ça comme un acte de terrorisme et de l'autre côté, des gens qui considèrent ça comme un acte de résistance. En fait, pour moi, la vraie question, c'est pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas considérer qu'il s'agit à la fois d'un acte de résistance et d'un acte de terrorisme. Pourquoi est-ce que ce serait l'un ou l'autre, quoi ? Sur la question du festival, il est totalement démontré maintenant que ce n'était pas un objectif ni prioritaire, ni un objectif du tout. Ça a été plutôt une surprise en fait pour les assaillants du Hamas. Donc il n'y a pas de rationalité dans le massacre horrifiant qui s'est passé au festival Nova. Pourquoi est-ce que c'est à la fois un acte de résistance et un acte terroriste ? Parce que du point de vue du mode d'action, c'est du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? C'est une action en fait spectaculaire qui n'entame en rien les capacités opérationnelles de l'ennemi. C'est-à-dire que le 9 octobre, l'armée israélienne n'est pas plus faible que le 6. Rien changé. Elle n'a pas perdu un tank. Si, elle a peut-être perdu un tank et demi, mais elle est la même. Par contre, ça a un effet dévastateur sur l'opinion publique, sur le psychisme.
ça terrorise. Ça crée donc une réaction en face. C'est ça le terrorisme. C'est de décider qu'on va jouer sur le psychisme de la société civile en face, avec en fait des moyens assez dérisoires, une bombe dans le métro, un mitraillage, l'attaque du 7 octobre, mais c'est pas non plus, technologiquement, c'est pas non plus énorme. Donc c'est bien une méthode de ce qu'on appelait à l'époque la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire avec des petits moyens, on obtient des résultats décuplés. Moi, j'ai pas compris pourquoi, après le 7 octobre, il y a des gens, en particulier à l'extrême gauche de la sphère politique en France, qui ont hésité à qualifier l'action d'action terroriste. Le terrorisme, c'est un mode d'action. Et en plus, l'extrême gauche a une longue histoire qui permet de réfléchir à l'articulation entre objectifs politiques et mode d'action terroriste. Je veux dire, l'extrême droite aussi d'ailleurs. Mais c'est une longue histoire, et c'est pas seulement l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est l'histoire des Irlandais, c'est l'histoire des Corses, c'est l'histoire des Basques, c'est l'histoire d'une partie de l'extrême gauche en France, en Allemagne, en Italie. Enfin, on a des moyens pour réfléchir à ça. Et ce qui est sûr, c'est que si on n'arrive pas à nommer ce qui s'est passé le 7 octobre comme une action terroriste, d'abord ça pose un problème éthique et moral, et puis surtout ça pose un problème d'intelligibilité du phénomène. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'objectif opérationnel, on n'entame pas la force de l'ennemi, ce qu'on entame c'est son psychisme. C'est ça, une action terroriste. Toi, tu penses que c'était quoi l'objectif du Hamas ? Parce que c'était évident qu'Israël allait répondre, je veux dire. Alors moi, ce que je pense, c'est que ils sont pas plus bêtes que nous. C'était évident qu'Israël allait répondre, qu'Israël allait surréagir, et c'était exactement l'objectif. C'est-à-dire aveugler l'adversaire, l'enrager, le rendre fou, l'attirer évidemment dans Gaza, et créer les conditions d'une guerre extrêmement violente qui retournerait l'opinion publique internationale contre Israël. C'est exactement ce qui s'est passé. De mon point de vue, le plan se déroule comme prévu. Et c'est une guerre révolutionnaire, et qu'il y ait des dizaines de milliers de morts palestiniens à Gaza, c'est pas le problème du Hamas, et même qu'il y ait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts du Hamas, combattants qui se retrouvent au tapis, c'est pas un problème non plus, on en recrutera d'autres. C'est ça une guerre révolutionnaire. Donc pour moi, c'est terrible à dire, mais c'est un plan qui se déroule comme prévu pour le Hamas. Une question que je me pose, une question que je me suis posée en tout cas, c'est est-ce qu'on peut parler de guerre quand on a une armée, Israël, en face d'un peuple ? Alors effectivement, il y a plusieurs questions en fait dans la question de cette dénomination de ce qui se passe depuis le 27 octobre en fait. Il y a la question guerre Israël-Hamas qui est doublement problématique. D'abord parce qu'effectivement, d'un côté, on a une armée conventionnelle avec une aviation, des chars, etc. Et puis en face, on a des moyens de guérilla. Et puis, il y a un autre problème quand on dit guerre Israël-Hamas, c'est qu'en fait, on oublie les populations civiles de Gaza. Il y a certains journalistes d'ailleurs qui maintenant disent guerre Israël-Gaza. Parce que, en fait, elle voit bien quand même que la majorité des victimes à Gaza sont des civils. Et donc, le Hamas, c'est des dommages collatéraux à la limite. Pratiquement. Quasiment. Donc voilà, donc il y a vraiment dans la façon de... On voit dans la façon de nommer ce qui s'est passé le 7 octobre, mais aussi dans la façon de nommer ce qui se passe depuis, des enjeux qui sont des enjeux éthiques, des enjeux philosophiques, j'allais dire presque, mais aussi des enjeux d'intelligibilité. C'est-à-dire si on nomme pas correctement, ensuite on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc toi, tu utilises quand même le mot guerre. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que quand tu as une armée face à un peuple, ça ressemble plus à un massacre qu'à une guerre. Parce qu'il y a pas de... Non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on est un certain nombre à utiliser aussi le mot massacre, parce qu'il permet en fait on va dire de caractériser. Oui, de caractériser, de qualifier le déséquilibre des forces, quoi. Voilà, quand il y a 200, 250 morts dans une seule et même journée, dont les 2 tiers de civils, et de femmes et enfants, il faut bien parler de massacre. Mais c'est vrai qu'on dit guerre de Gaza ou guerre à Gaza parce qu'on ne sait pas... parce qu'en même temps, tous les autres mots seraient trop faibles. Voilà, mais c'est vrai que c'est des en tout cas il faut se poser ces questions-là. Voilà. À minima et vis-à-vis du public, il faut dire oui, tel terme, il est pas absolument idéal. Bon, on n'en trouve pas d'autres, mais il faut pas faire comme si l'usage du vocabulaire allait de soi, quoi. Juste sur le 7 octobre, moi j'ai vu pas mal
d'interviews, en particulier dans la télévision juive, qui montraient que le gouvernement de Netanyahou était au courant, plus ou moins, de ce qui allait se passer le 7 octobre, et que finalement, ils n'ont pas réagi. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que c'est un truc que j'ai entendu et c'est pas vrai? Non, on saura plus. Alors, 1, on ne sait pas. 2, on saura peut-être, mais c'est pas sûr. Et pas tout de suite. 3, ce que je pense, c'est qu'on va découvrir que c'est, comme d'habitude, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on a la preuve, là déjà factuelle, qu'il n'y avait pas assez de soldats autour de la bande de Gaza le samedi 7 octobre au matin. Pourquoi ? Parce que l'agenda stratégique central de ce gouvernement de droite et d'extrême droite israélien, c'est la colonisation. Et donc, une partie des troupes, en fait, était en Cisjordanie pour protéger des colons qui commettaient des exactions déjà contre les civils palestiniens. Donc, une fois qu'on a dit ça, déjà, ça veut dire que ce qui est certain, c'est que ces décisions-là, de prendre une partie des troupes autour de Gaza et de les mettre en Cisjordanie, bah ça crée une situation de risque. La deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait possible, voire probable, que Netanyahou avait vent que quelque chose se préparait. Mais ça veut dire quoi, quelque chose se prépare ? Personne ne pouvait imaginer. Ce qui est certain, c'est que Netanyahou ne pouvait pas imaginer qu'il allait arriver ce qui est arrivé le 7 octobre. Et entre nous, il est possible que le Hamas, d'ailleurs, aussi ait été débordé par l'opération. Le 11 septembre, il y a eu aussi des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'autour de Ben Laden, en fait, ils ne pensaient absolument pas que tous les avions seraient détournés, quasiment, que les 2 tours seraient frappés, que les 2 tours s'effondreraient. Enfin, c'est quand même, je veux dire, pour dire les choses, ces groupuscules terroristes, ils ont quand même l'habitude de rater. Hein. Ils ratent beaucoup, énormément. Ils ont un taux d'échec qui est énorme. Oui, bien sûr. Voilà, donc ils réfléchissent comme ça. Et en face, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il s'est dit, oui, il y a quelque chose qui se prépare? Mais quoi? Bon, et puis s'il y a une petite, s'il y a une incursion et que nous on doit aller taper le Hamas à Gaza, ce sera peut-être pas plus mal pour moi politiquement. Voilà ce qui s'est peut-être dit. Voilà, il faut peut-être que la vérité, elle va être plutôt dans des zones de gris qu'en blanc ou en noir, comme souvent. Ce qui est certain, c'est que Netanyahou n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger sa population dans les jours avant et dans les semaines avant le 7 octobre, puisque pour le coup, on a des preuves. Il y a eu une longue enquête du New York Times au mois de juillet qui en fait montre qu'il y avait des alertes quand même assez convergentes. Voilà. Le problème aussi de ces systèmes de renseignement hyper sophistiqués, c'est qu'en fait, ils croulent sous les données. En permanence. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de données tous les jours, quoi. Et donc, à quel moment il y a une alerte, un signal qui doit attirer l'attention plus qu'un autre. Voilà. Et en plus, on sait que Sinoir avait très très bien travaillé son opération parce que à la fois tous les systèmes, pour le coup, les systèmes de communication avaient été complètement débranchés. Ils communiquaient avec des petits bouts de papier. Donc ça, pour le coup, ça ne peut pas se surveiller. Il avait remplacé une partie de ses chefs de brigade par des plus jeunes. Et les chefs de brigade, ils étaient officiellement restés en place. Ils ne savaient pas qu'ils étaient remplacés, en fait. Et ils n'étaient pas au courant de l'opération. Et donc, tous ceux qui étaient sur écoute des Israéliens, ils ne savaient pas ce qu'allait se passer le 7 octobre. Ils l'ont su 2 heures avant, quoi. Donc, et puis il y a eu aussi des opérations d'intox, hein, ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avant le débarquement. C'est-à-dire comment on fait pour créer des alertes dans les semaines et les mois qui précèdent. On alerte l'adversaire plein de fois et il ne se passe rien. Oui, et du coup, au bout d'un moment, c'est l'histoire du loup. Voilà, la 42e alerte, on dit ah ouais, c'est toujours la même chose. En fait, ils nous bluffent. Voilà, ils nous bluffent. Donc c'est très compliqué, mais c'est certain que la responsabilité de Netanyahou et de son entourage proche est absolument déterminante. Tu parlais tout à l'heure à l'instant de l'armée dans les colonies. Est-ce qu'on peut parler j'ai entendu ça, mais voilà, de nettoyage ethnique dans ces zones-là? Alors c'est un terme qui est utilisé par un collègue historien qui s'appelle Ilan Papé, un collègue historien israélien, qui a été longtemps prof à l'université de Haïfa en Israël, puis qui a été tellement désapprouvé en fait dans son pays que maintenant il enseigne à Londres. Alors c'est un terme qui, je pense, peut tout à fait s'appliquer à ce que font volontairement et à l'agenda
des colons les plus extrémistes de Cisjordanie. C'est-à-dire que quand ils débarquent sur une colline qui moleste un berger, qui empoisonnent le troupeau, comme on l'a vu ces dernières semaines, qui agressent des enfants dans une école ou quoi, le but, pour le coup, c'est de terroriser la population pour qu'elle s'en aille. Et donc ça s'appelle du nettoyage ethnique. Il faut simplement être conscient du fait que quand on utilise ce terme, souvent, si on utilise juste ces deux mots-là, on subodore, on suppose que tout l'appareil d'État est derrière cette politique. C'est de plus en plus vrai en Israël, parce que l'armée israélienne est de plus en plus en fait influencée par l'extrême droite, les chaînes de commandement, etc. C'est pas encore forcément un programme explicite de l'État israélien, y compris la Cour suprême, etc. Voilà, c'est juste ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit nettoyage ethnique, il faut préciser un peu de qui on parle et à quel endroit, quoi. Mais pour moi, c'est pas un gros mot. Deux questions sur le 7 octobre. La première, c'est pourquoi les otages, morts ou vivants, sont si importants dans la religion juive. Et la deuxième, c'est comment le Hamas considère tous ces morts palestiniens, parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, quelque part, c'est qu'il y a beaucoup de personnes d'Israël, enfin pas d'Israël, mais en tout cas des pro-Netanyahou, on va dire, qui vont considérer que le Hamas utilise les humains comme des boucliers, et que du coup, le problème, ce que fait Israël, finalement, c'est à cause du Hamas et de sa stratégie. Alors, sur la question des otages, effectivement, dans la culture israélienne et dans la culture juive, il y a l'importance du captif, en fait. Le captif, dans cette société juive qui, quand même, pendant pratiquement 2000 ans, a vécu en exil, en diaspora, donc sous des régimes de souveraineté qu'elle pouvait pas maîtriser, quoi. Des civils qui sont captifs, qui sont capturés, qui sont en captivité, il faut tout faire pour les libérer. Et quand on lit le Talmud, il y a plein de passages pour savoir comment on négocie la libération des captifs. Ça remonte à la Bible, hein, ça remonte aux captifs de Babylone, en fait. Et puis, dans quel ordre, par exemple est-ce qu'il faut plutôt libérer un rabbin ou une mère de famille? Réponse, une mère de famille. Parce que la mère de famille, elle porte l'avenir, en fait. Et le rabbin, à la limite, il sortira plus tard. Et même s'il ne sort pas, c'est pas grave. Ce qu'il avait à dire est déjà écrit dans des livres. Donc, je dis ça pour dire que dans la culture juive, et dans la culture judaïque, même dans la culture rabbinique, cette question du captif, ou de l'otage, est très, très importante. Dans l'histoire d'Israël, plus récente, elle est très importante aussi. Encore une fois, parce que cet État, la justification de la création de cet État, c'est la sécurité des citoyens. C'est pas un mandat accessoire de l'État envers les citoyens. C'est le mandat central qui justifie l'histoire même de l'État et la création de l'État. Donc, un État doit la sécurité à ses citoyens et il doit tout faire pour ramener les otages. C'est quelque chose dans tous les pays, mais encore plus en Israël. Et puis, la question que tu me poses sur les civils palestiniens, évidemment, elle est difficile parce que moi, c'est comme la question résistant ou terroriste. Moi, j'ai pas de problème à dire dans la même phrase, que oui, le Hamas utilise les civils comme boucliers humains. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs de commandement, il y a des rampes de lancement dans des écoles. C'est prouvé. Voilà. Et c'est du point de vue du Hamas, c'est de bonnes tactiques, parce qu'en fait, ça va faire hésiter l'adversaire à frapper, quoi. Et puis s'il frappe, il y aura des morts civiles. Je redis que pour le Hamas, pour Sinoir, pour la direction des affaires au Hamas, les morts civiles ne sont pas un problème. Ils contribuent à l'isolement d'Israël, ils contribuent à la réalisation de l'objectif stratégique. Je ne dis pas qu'ils sont super contents, je ne dis pas que dans leur fort intérieur et dans leurs prières, ils ne regrettent pas les morts et ils ne prient pas pour les morts civiles, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce sont des gens qui mènent une guerre révolutionnaire, ils ont des objectifs stratégiques et ils considèrent que les morts civiles participent de cet objectif stratégique. Mais en face, il y a un État démocratique qui combat ce mouvement terroriste et ce mouvement insurrectionnel. Et cet État démocratique, il n'a pas le droit de frapper des civils, y compris si
il y a des insurgés du Hamas au milieu des civils. En fait, c'est pas, on peut pas, Israël ne peut pas demander à être jugé comme un mouvement terroriste. Ou alors, il faut qu'il nous le dise. S'il veut qu'on lui applique les mêmes critères qu'on applique à des mouvements terroristes, il faut nous dire. Mais à ce moment-là, c'est tous les rapports avec Israël qui doivent être modifiés. C'est ça et de même que en France, après les attentats de Charlie Hebdo ou quoi, voilà, on va traquer les terroristes, on va essayer de les arrêter vivants, puis ensuite on va les juger, ils vont avoir droit à un avocat, s'ils sont malades, on va les soigner. En fait, et ils peuvent avoir tué 300 personnes dans le Bataclan. En fait, ça ne change rien. En fait, il y a des règles de droit, et si on ne s'y tient pas, en fait, on descend au niveau des adversaires terroristes, et on n'est plus un État démocratique. Donc c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'un État démocratique, quand il est attaqué, son job d'État démocratique, c'est pas de répondre effectivement par... le droit, c'est pas de taper encore plus fort, d'une certaine manière. Mais il y a deux choses, c'est que d'abord, il y a en l'occurrence, dans le contexte dont on parle, c'est qu'il y a des populations et des territoires qui sont occupés, et des populations occupées ont le droit de se retourner contre l'occupant, en droit. D'accord ? Alors, ils n'ont pas le droit de tuer des civils, mais par exemple, ils ont le droit de tuer des militaires. Ça, c'est point de droit. Ensuite, un État démocratique, oui, bien sûr que... Mais on revient à la question d'avant, c'est-à-dire que le droit, c'est la force ontologique, philosophique, politique des États démocratiques, mais c'est aussi leur talon d'Achille quand le contexte devient trop difficile, quoi. Je comprends. L'opinion, alors d'abord, avant de parler de l'opinion, est-ce que l'un des soucis aujourd'hui, et dans ce que fait le Hamas d'ailleurs, c'est pas que les gens font un amalgame assez important entre les Juifs, les Israéliens et le gouvernement israélien ? Parce que c'est quand même trois entités qui n'ont rien à voir, et j'ai l'impression qu'il y a maintenant de plus en plus, on le voit en France, des actes d'antisémitisme. Et je pense que c'est des gens qui font un amalgame qui n'a pas de sens, en fait, finalement. Mais il a d'autant moins de sens que, pareil, il faut être très très basique, très simple. Par définition, les Juifs qui vivent en France, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, ou au Portugal, ils ne vivent pas en Israël. C'est tautologique, mais ils ont fait le choix de rester en diaspora. Donc d'être français, ou d'être belge, ou d'être italien, ou d'être canadien, voilà. Donc, à partir du moment où ils ont fait ce choix, on ne peut pas leur imputer la responsabilité d'exactions, même condamnables, conduites par un gouvernement qui n'est pas leur gouvernement. Donc ça, c'est la base vis-à-vis de nos compatriotes juifs ou des juifs qui habitent ailleurs en diaspora. La question se complique quand des institutions juives en diaspora, en fait, de façon très explicite et dans les médias, et elles se disent institutions représentatives, et c'est là que ça devient compliqué. Représentatives de qui ? De ces fameux citoyens juifs de diaspora, affirment un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Parce qu'en fait, mais ça a bougé, c'est-à-dire que le grand rabbin de France, il était plus modéré au début du conflit, et aujourd'hui, c'est vrai que alors, je ne sais pas si le mot radical il est bon, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu plus radicalisé dans son discours, comme cette femme qu'on connaît tous, Delphine Orwiller, qui était très modérée après le 7 octobre, et qui de plus en plus, j'ai l'impression, comme ça à distance, se radicalise. Le mot il est fort, mais va quand même vraiment dans le sens d'Israël. Oui, moi je dirais pas radicalisation, je dirais polarisation. On dit toujours la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est la vérité et c'est la nuance. Et c'est vrai que, alors que dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, on arrivait à dialoguer les uns et les autres, et au sein on va dire, d'un débat public, en fait, paradoxalement assez digne. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Moi, je parlerais de polarisation, c'est-à-dire que c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que chacun se sent sommé de choisir un des deux camps, non pas une des deux causes, parce que tout le monde a le droit de choisir une cause ou une autre. Mais à partir du moment où chacune de ces causes, dans le contexte actuel, elle est prise en charge par des criminels,
et là je dis le mot de façon très posée et très calme, c'est-à-dire que Yahya Sinwar est un criminel, il a commis des crimes de guerre et même sans doute des crimes contre l'humanité. C'est pour ça que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui. Et Benjamin Netanyahou aussi. Il a commis des crimes de guerre à minima. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre tête alors qu'on vit, je vais dire, en France où la paix civile est encore préservée, etc. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'on accepte en fait, de cautionner une cause criminelle. C'est ça, moi, qui me... Voilà. Ou en tout cas, une façon de défendre une cause qui est criminelle. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a une forme de polarisation, mais des deux côtés, hein. Raïm Corsia, c'est évident, mais du côté des soutiens à la cause palestinienne, c'est vrai aussi. Mais tout ça est indexé sur l'aggravation de la situation sur le terrain. C'est-à-dire que ça ne vient pas de nulle part non plus, quoi. Est-ce qu'on peut... je connais la réponse, mais je pense que les gens qui sont très pro-Israël, on va dire, n'arrivent pas à comprendre comment on peut être pro-Palestine et pas pro-Hamas. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, ok, les Palestiniens, mais le Hamas, ils veulent la destruction d'Israël, mais en réalité, ils veulent la destruction de l'Occident, de manière générale. Ils veulent la destruction de notre culture. Donc, on ne peut pas cautionner ça. Et par ailleurs, Israël, c'est la seule grande démocratie de la zone. Donc, en tant que démocrate, c'est logique que je sois plutôt pro-Israël. Mais c'est tout le problème dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en fait, on confond des solidarités ou des loyautés avec des gens qu'on connaît ou des cultures ou des langues et des causes politiques qui aujourd'hui sont dévoyées, quoi. Faut pas se mentir, on est dans une situation qui est très 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 difficile, et je veux dire, moi je suis prof d'histoire, ça fait 30 ans que je fais de l'histoire, j'écris des livres, je fais des cours, j'ai dialogue avec mes étudiants, j'interviens dans les médias, je réfléchis. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon métier, et le tien aussi d'une certaine manière, voilà. Mais il faut se mettre à la tête de gens qui font un autre métier, je veux dire, qui sont boulangers, qui sont plombiers, qui sont chauffeurs de taxi. Je suis pas du tout en train de dire qu'ils sont idiots. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le temps, forcément, à consacrer à la lecture, à l'étude, au dialogue, à l'échange, au dialogue contradictoire, au fait de se remettre en cause soi-même, etc. Et donc, forcément, ils vont acheter le positionnement le plus radical, le plus simple, le plus facile d'une certaine manière. C'est exactement ce moment-là dans lequel on est. Donc, parfois, moi, j'ai un peu l'impression de vider la baignoire avec une petite cuillère. Il y a des moments où ça fonctionne à peu près, où on arrive à canaliser le débat, à le réguler et à le faire, à l'améliorer. Et puis il y a des moments où on est complètement débordé en fait par un niveau de bruit et un niveau de polémique qui est tel qu'on parle juste dans un tel brouhaha que personne n'entend et même personne ne peut écouter, quoi. Alors en parlant de radicalisation, on parle de plus en plus de génocide. Moi, j'ai reçu, bien avant le 7 octobre, le directeur du mémorial de la Shoah, qui m'expliquait, donc qui est historien également, et qui m'expliquait qu'en fait, le terme génocide, c'est un terme qui est complexe, et qu'en fait, c'est un travail d'historien. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens, au moment où les faits se passent, de parler de génocide, parce qu'en fait, malheureusement, mais c'est comme ça, en fait, c'est un terme qui sera défini dans les années à venir, une fois que le conflit sera terminé. Donc, du coup, j'ai un peu donné la réponse. On peut pas vraiment parler de génocide, a priori. Mais est-ce qu'on peut parler parce qu'en fait, le génocide, il y a aussi une volonté génocidaire quelque part. Et moi, par exemple, quand j'entends Netanyahou qui dit il faut éradiquer le Hamas, ce qui n'a aucun sens dans l'absolu, parce que tu peux pas éradiquer, et d'autant plus que quand tu fais une attaque comme ça, il est en train d'élever toute une batterie finalement de potentiels terroristes. Donc il n'y a pas d'éradication si tu n'éradiques pas l'intégralité de la population. Donc du coup, j'ai l'impression, moi, comme ça, qu'il y a une volonté génocidaire. Mais j'aimerais bien entendre, toi, ton avis. Moi, j'ai un avis très... Encore une fois, là, j'ai pas d'hésitation sur cette question du génocide. Tu as raison. On saura, les historiens sauront, les juges sauront si c'est ou si c'était un génocide dans plusieurs années. Mais la communauté internationale, après la Deuxième Guerre mondiale, après le génocide des Juifs, après la Shoah, a décidé que ce crime, et ce crime-là seulement, était trop grave pour qu'on attende qu'il soit commis pour intervenir. Le crime de génocide est le seul crime en droit où on a créé une juridiction pour
prévenir le crime, c'est-à-dire pour l'empêcher. Et cette juridiction a l'obligation d'intervenir avant la commission du crime. La Convention de 1948, je la cite, c'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Mais le premier mandat, c'est la prévention. Donc c'est pour que ça n'arrive pas. C'est un apax. En droit, aucun tribunal ne peut t'arrêter parce qu'il pense que tu vas voler une voiture dans une semaine. Ça n'existe pas, ça. Tant que tu n'as pas volé la voiture, ils ne peuvent pas intervenir. Le crime de génocide, on considère qu'il est trop grave et que donc, tu l'as dit, s'il y a une intention génocidaire, c'est comme si toi, tu as l'intention de voler la voiture, mais tu as le droit d'avoir l'intention de voler une voiture. Hein. Non, vraiment, il ne peut rien t'arriver. Tu peux le dire même, je vais voler cette voiture, il ne peut rien t'arriver. Par contre, si tu as l'intention de faire un génocide, ça, c'est interdit, parce que c'est trop grave. Et donc, si on prouve à la Cour internationale de justice qu'il y a une intention génocidaire, qu'il y a des discours, pas dans la rue, pas parmi des militants d'extrême droite, pas parmi des gens qui ont des... il peut toujours y avoir des gens... Non, parmi des responsables politiques, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités, qui ont une autorité en particulier sur les forces armées, donc parmi des responsables politiques et sécuritaires, qui a une intention génocidaire, alors la Cour internationale de justice a le devoir de s'interposer. Parce que dans son mandat, il y a la prévention. Et je vais dire, à la limite, même si dans 10 ans, on dit « ben non, il n'y a pas eu de génocide », ça ne remettrait pas en cause l'intervention de la Cour internationale de justice, puisque justement, elle doit intervenir pour que ça n'arrive pas. Si elle fait bien son travail, il n'y a pas de génocide. Mais pour l'instant, elle n'intervient pas, on est d'accord. Alors pour l'instant, elle intervient en droit. On revient à problème. Il n'y a pas de policier. La Cour internationale de justice, il n'y a pas de policier. Elle ne peut pas dire « vous arrêtez ce monsieur ». La Cour pénale internationale, elle peut émettre un mandat d'arrêt international. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que tous les États signataires de la Convention de la Cour pénale internationale se doivent d'arrêter les gens qui sont sous mandat s'ils arrivent sur leur sol. Si par exemple Poutine se pose à Paris demain, il est arrêté. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne se pose pas à Paris. Donc quand même. Et puis la deuxième chose sur la question du génocide, c'est que non seulement la CIJ doit le prévenir, donc elle doit intervenir avant, et donc tu as raison, la question c'est pas de savoir s'il y a un génocide aujourd'hui, la question c'est de savoir s'il y a un risque plausible de génocide. Et il y en a un. Et le deuxième point important, c'est que la définition du risque génocidaire, selon la Convention de 1948, est une définition très extensive. Le génocide, selon la Convention de 1948, c'est pas la Shoah. C'est-à-dire que quand on vous explique que Gaza, c'est pas comme les camps d'extermination, en fait, on n'a rien dit. Personne ne dit que Gaza, c'est des camps d'extermination et qu'il y a des chambres à gaz. Personne ne dit ça. Et Israël a signé la Convention de 1948 qui donne une définition extensive du génocide. C'est-à-dire que, évidemment, la Shoah, elle est comprise dedans, mais c'est beaucoup plus large. Les déplacements forcés de population, le fait d'imposer des conditions de vie à une population qui font que c'est intenable et qu'elle ne va pas pouvoir rester ou se reproduire normalement, c'est considéré comme une intention génocidaire. Donc, extensivité de la définition et mandat de prévention expliquent que la Cour internationale de justice doit intervenir. Et si on expliquait les choses comme ça, je pense que là, on aurait, je sais pas, les gens qui nous regardent, j'espère, qui me regardent là, j'espère qu'au moins 80% des gens qui me regardent peuvent être convaincus de se dire « Ah bah oui, la CIJ a le droit et voire même le devoir en fait d'intervenir. » Et la question qu'on pose mal, c'est de dire « Est-ce qu'il y a génocide ou pas ?» C'est pas le sujet aujourd'hui. Non, c'est pas le sujet. Mais par contre, après ce mandat d'arrêt international, Netanyahou, il a été reçu à la Maison-Blanche. Alors, tu as raison, mais le mandat d'arrêt international, c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut être très précis, il n'est pas émis pour l'instant. Le procureur de la Cour pénale internationale, le procureur, c'est celui qui fait l'accusation, comme dans un tribunal en France. Le procureur, c'est le méchant, on va dire. Lui, il fait l'accusation, et lui, il a monté un dossier pour dire j'ai besoin de 5 mandats d'arrêt, 3 pour le Hamas, 2 pour les responsables israéliens. Il demande à la Cour l'émission du mandat d'arrêt. Il l'a fait. Pour l'instant, la Cour ne s'est pas prononcée. Si elle se prononce demain, après-demain, là je le dis clairement, après-demain, Netanyahou ne peut plus venir. Alors à la Maison-Blanche,
à la limite, les États-Unis ne sont pas signataires de la convention sur la CPI. Bah non. Les États-Unis sont signataires de pratiquement aucune convention internationale justement sur ces grandes juridictions internationales. Ils savent que sinon ils seraient menacés. Mais par contre, tous les pays de l'Union européenne le sont. Donc ça voudrait dire, mais vraiment très clairement, que Netanyahou ne pourrait plus venir en Europe tant qu'il serait sous mandat d'arrêt. C'est quand même un petit peu gênant, quoi. Effectivement. On peut parler de l'opinion publique en Israël, parce qu'elle a bougé aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'elle s'est aussi, d'une certaine manière, rangée du côté de ce conflit. Elle n'est pas pro-Netanyahou, je crois pas. Mais par contre, elle est pro... Parce qu'ils se sentent en danger, du coup, maintenant, forcément. Parce qu'en fait, quand tu disais au tout début, quand on a fait le premier épisode, le but d'Israël, et tu l'as répété, c'est de protéger les Juifs qui sont en risque. En fait, là, ce conflit, il est en train de les mettre en danger de manière... comme ça ne s'est jamais vu, finalement, j'ai l'impression. Donc, ils se sentent en danger, donc ils sont plutôt pro-conflit, on va dire ça comme ça. On va pas appeler ça guerre, on va appeler ça un conflit. Mais ils sont pas pro-Netanyahou, c'est ça? Ou alors ils sont en train de se ranger aussi du côté de Netanyahou? En fait, ce qui est terrible à dire, c'est que Netanyahou, il est en bien meilleure posture politique aujourd'hui que le 8 octobre. Aujourd'hui, il est même plus tout à fait certain que s'il y avait des élections maintenant, il n'aurait pas de justesse une majorité un peu bricolée, mais comme il a aujourd'hui. Donc, pour dire les choses, il s'est rétabli politiquement. Il s'est rétabli politiquement grâce à la guerre. On a dit la vérité et la nuance, c'est la première victime de la guerre, en Israël aussi, et en Israël particulièrement. Et comme tu l'as dit, les gens ont de plus en plus peur, et plus ils ont peur, plus ils font confiance en leur armée, et plus ils font confiance en leur armée, plus elle tape dur et de façon absolument horrifique à Gaza et au Liban, et plus ça arrive, plus les Israéliens ont peur, et puis c'est un cercle vicieux, quoi. Et plus ils sont prêts aussi à abandonner leur liberté, j'imagine. Leur liberté, leurs principes, en tout cas, c'est tout à fait certain, ouais. Qu'est-ce que... là, on est le 20 septembre, pour être très précis. Ouais. Il est 17h56, on va bientôt s'arrêter. Mais qu'est-ce que Israël va chercher en attaquant le Hezbollah? Moi, j'étais très surpris de cette attaque, parce qu'en fait, jusqu'à présent, le Hezbollah, il s'impliquait pas vraiment dans le conflit jusqu'à présent. Et je me dis, mais enfin, qu'est-ce que tu vas aller chercher le Hezbollah, qui a une vraie armée pour le coup, qui est un organisme terroriste, mais beaucoup plus puissant, alors qu'ils sont pas vraiment rentrés en conflit non plus. Ils sont là, mais en vrai, on voit bien qu'ils rentrent pas vraiment dans le conflit. Israël ou Netanyahou? C'est toujours pareil. Ouais. Il faut à chaque fois qu'on arrive, mais c'est difficile, il faut qu'on arrive à dire Hamas et Palestiniens, c'est pas pareil. Il faut qu'on arrive à dire Russes et Poutine, c'est pas pareil. Il faut qu'on arrive à dire Israël et Netanyahou. C'est certain que Netanyahou a intérêt à cet embrasement régional, parce que d'abord, ça va faire durer sa coalition, ça va obliger les États-Unis à soutenir, pour le coup, Israël encore plus résolument. Ça va gêner la campagne de Kamala Harris, ça va favoriser son meilleur ami Donald Trump. Donc Netanyahou y a intérêt. Est-ce que les Israéliens y ont intérêt? Est-ce que la société civile israélienne y a intérêt? C'est pas sûr du tout. Les habitants du nord d'Israël, près de la frontière, oui, parce qu'il y a 80 000 Israéliens qui peuvent plus dormir chez eux depuis le 7 octobre et qui vivent comme des réfugiés, dans des hôtels dans le centre ou dans le sud d'Israël. Donc eux, ils sont tout à fait favorables à une guerre de grande ampleur contre le Hezbollah. Il y a deux acteurs qui ont intérêt à cet embrasement, c'est Yahya Sinwar et Netanyahou. Sinwar parce que ça desserrerait l'étau militaire sur les tunnels de Gaza, et puis parce que ça créerait en fait cette solidarité interrégionale qu'il espère depuis le 7 octobre. Netanyahou, on l'a dit. Et puis il y en a deux qui sont les deux pieds sur le frein, c'est le Hezbollah et l'Iran. Effectivement, le Hezbollah est plutôt limite en fait ses réponses aux provocations d'Israël depuis le 7 octobre. Clairement, ils font le service minimum. On est dans ce moment où on a un dirigeant israélien qui est prêt à tout pour sauver sa carrière politique, mais aussi au service d'une conviction. C'est-à-dire que Netanyahou, c'est pas seulement un maître, un grand politicien et un grand tacticien. C'est aussi quelqu'un qui pense
très sincèrement, alors on peut penser qu'il se trompe, mais en tout cas, il faut lui faire crédit de cette sincérité, il pense très clairement que tous les États autour d'Israël veulent la destruction d'Israël et qu'il n'y a pas de moyen de négocier et qu'ils ne comprennent que la force et le rapport de force. Premièrement, et puis il pense qu'Israël a les moyens d'imposer ce rapport de force. Moi, je pense qu'il se trompe 2 fois. Je pense que la force n'assure pas la sécurité, premièrement, et deuxièmement, que si on regarde bien la carte, si on sait que l'Iran va se doter de l'arme nucléaire, eh ben on peut comprendre qu'en fait, les Israéliens n'ont pas les moyens de tenir ce rapport de force très longtemps. Donc je pense qu'il se trompe 2 fois. Lui pense qu'il a raison. Et en plus, ça lui est favorable politiquement. Et par ailleurs, est-ce que il ne met pas en danger, nous aussi, tous les pays occidentaux d'une certaine manière, parce que le terrorisme, il ne va pas rester sur la zone, il va s'élargir. On sait bien que ça risque d'arriver en France, ça risque d'arriver en Angleterre. Quand vous avez la guerre d'Irak, quand on a eu la guerre d'Irak, la guerre en Syrie, quand on a eu l'Afghanistan, on sait très bien que tous les foyers de guerre, quand ils impliquent des mouvements terroristes, ils finissent toujours par... d'une certaine manière, par se capillariser dans le monde occidental. Donc évidemment, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la situation française spécifique, la communauté juive française, la communauté musulmane française, donc, et on sait bien que la France, elle est très très souvent en première ligne dans ces cas-là. Donc bien sûr, c'est sans compter le canal de Suez, les Houthis qui menacent de bloquer le commerce mondial du canal de Suez, et c'est pas du bluff. C'est-à-dire que le canal de Suez, c'est quand même... une bonne partie du commerce entre toute l'Asie du Sud-Est et l'Europe, quoi. Si les Houthis bloquent les navires qui passent là, les conséquences économiques seront absolument majeures et dévastatrices pour l'Europe occidentale. Donc évidemment qu'on a non seulement le devoir de s'interposer, parce que, encore une fois, pour des raisons éthiques et morales, et parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est la communauté internationale qui a généré et paramétré ce conflit, donc elle en est responsable. Donc on doit s'interposer, mais même du point de vue de notre propre intérêt, pour garantir notre sécurité, pour garantir notre prospérité, on doit tout faire pour que ce conflit ne dégénère pas. Est-ce qu'une crise aussi importante, parce que là on n'en voit pas le bout et on a du mal à envisager le bout de ce truc, est-ce que ça peut pas être justement, comme on dit, c'est une expression courante, il faut toucher le fond pour rebondir, est-ce que ça peut pas être ça aussi de cette manière, ce conflit ? La réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'était pas une réconciliation de façade, qui reste une alliance aujourd'hui très 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 forte. Le couple franco-allemand, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Est arrivé après l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, il y a parfois dans l'histoire des moments comme ça, des moments de paroxysme de la violence et de la tragédie, peuvent, mais c'est pas... On sait pas, en fait. C'est toujours le problème. Si on reprend cette image du fond de la piscine, c'est qu'on sait pas où il est, en fait. Et il peut toujours être encore un peu plus profond, quoi. Donc, ça peut déboucher sur des prises de conscience. Ça peut déboucher, comme ça, sur des moments où, d'un coup, des 2 côtés, on se dit, mais en fait, on est en train de risquer notre existence même. Parce que quand le risque devient existentiel, peut-être qu'il peut y avoir des réactions. Pour ça, il faut des leaders politiques. C'est toujours pour ça il faut De Gaulle et Adenauer qui se prennent par la main et qui expliquent à leur peuple que en fait on s'est trompé depuis des décennies et qu'il faut faire autrement. Et pardon, j'ai une autre question que j'ai oublié de te poser parce qu'elle m'intéresse avant qu'on s'arrête. Comment ça se fait que l'Iran ou le Hezbollah ne veut pas intervenir, ou l'Égypte en fait, ils restent quand même très distants de ce conflit. J'ai du mal à saisir pourquoi ils ne sont pas intervenus et pourquoi ils n'interviennent pas. Alors, l'Égypte, c'est à part. L'Égypte a fait la paix avec Israël en 1978. Donc, et l'Égypte, l'armée égyptienne, c'est une armée américaine, comme l'armée israélienne. Donc, les Égyptiens, il ne faut pas compter sur eux. Ils peuvent éventuellement servir d'intermédiaires pour des négociations sur les otages ou sur Gaza, mais ils ont un traité de paix avec Israël. Ils sont plus du côté de l'Iran et de ce qu'on appelle les proxys, notamment le Hezbollah. La ligne stratégique de l'Iran depuis 20 ans et jusqu'à ce que ça arrive, c'est d'avoir l'arme nucléaire. C'est leur objectif stratégique numéro 1. Et ils ne feront rien qui risquerait de fragiliser cet objectif, tant qu'ils ne l'ont pas. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas encore. Et en particulier, ils n'ont pas les lanceurs balistiques. Donc,
y compris d'ailleurs le Hezbollah, leur sert un peu d'assurance vie pour protéger leur programme vers l'arme nucléaire. Donc, ils ne sacrifieront pas leur programme nucléaire y compris pour sauver la bande de Gaza. Et s'ils pensent que les Israéliens et les Américains s'approchent de frappes massives sur le programme nucléaire iranien, ils reculeront. C'est ce qui se passe en ce moment. Les Américains ont positionné leur porte-avions et ils n'iront pas à la confrontation globale parce qu'ils ne disposent pas encore de l'arme nucléaire. On est dans ce moment-là. Donc ça renforce l'idée que tu disais que Netanyahou, finalement, il fait la guerre pour lui, plus que pour autre chose, parce que l'attaque du Hezbollah, il essaye de mettre de l'huile sur le feu. Ouais, et puis il n'y a pas que le Hezbollah, il y a eu aussi l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Ismaël Haniyeh, assassiné à Téhéran. Ismaël Haniyeh, c'est le chef de la branche politique du Hamas. Ismaël Haniyeh, dans l'écosystème du Hamas, par rapport à Sinwar, c'est plutôt un modéré. Par rapport à Sinwar, j'ai bien dit. Donc quand on assassine le modéré, par qui il va être remplacé ? Par le plus radical. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Sinwar a remplacé Haniyeh. Donc oui, on voit bien que la stratégie de Netanyahou, c'est la fuite en avant, c'est la confrontation, c'est la guerre généralisée, c'est l'embrasement général, c'est sa ligne directrice, sa ligne stratégique, et c'est contre ça qu'on doit absolument s'interposer. Parfait, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. J'espère que ça vous a beaucoup plu. J'ai une question que je pose toujours sur le podcast, qui est, le podcast s'appelle Vlan, ouais. Donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ah, ouvrir ou claquer la porte ? Ou les deux. Je vais être peut-être un peu gnangnan, mais franchement, c'est tout à fait sincère ce que je dis, et par rapport à l'année qu'on vient de passer, et que, y compris je viens moi-même de passer dans mes interventions médiatiques et tout ça, ouvrir la porte, je vais pas forcément dire au dialogue et tout ça, mais juste à l'écoute. C'est-à-dire que on est sur des problèmes qui sont d'une complexité mais énorme, et que juste chacun garde ses convictions et tout ça, mais juste s'écoute en fait. Il y a plein d'informations, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être spécialiste du Moyen-Orient. Moi, je veux dire, je suis pas plombier, si mon plombier me dit c'est comme ça qu'il faut faire, je le crois en fait. Je voudrais juste que les gens, bien sûr, ils sont touchés émotionnellement, bien sûr, et c'est tout à fait normal, et on doit accueillir cette émotion. Mais il y a quand même des gens qui travaillent, il y a quand même des spécialistes, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui écrivent. C'est notre métier, en fait. Juste qu'on prenne le temps de s'écouter, d'écouter les arguments contraires, et puis ensuite, on se fait son avis, quoi. Et puis, claquer la porte, c'est à l'inverse, quoi. Claquer la porte à la polémique permanente, au buzz permanent, au fait que on est sur des... on est au-dessus d'un volcan, là. On est dans une situation qui est, on est peut-être à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Hein. C'est franchement, et je le dis, ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, ce qui se passe aussi en Ukraine, est d'une gravité, mais extrême. Donc face à cette gravité, quand on est dans le RER ou dans le métro, ou dans le petit confort de notre vie occidentale, soyons dignes, quoi, de cette gravité. Soyons graves nous-mêmes, en fait, et ne profitons pas de la situation pour aussi peut-être pour faire de la petite politique. Donc j'ai envie de claquer la porte à ça aussi, à la récupération politicienne. Enfin, ce que je vois dans le débat politique français me désole. Mais depuis le 7 octobre, vraiment, c'est pas au niveau, ça n'a rien à voir avec le réel, ça n'aide rien, ça ne fait qu'attiser les haines, et surtout, ça prend pas la mesure du niveau de risque dans lequel on est et qu'on a évoqué tout à l'heure. Complètement. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.